Alors, les 2/3 des émissions sont encore le fait du monde industrialisé, comme nous venons de l'entendre de la bouche de notre collègue indien. Eh bien, c'est ce que nous disent également nos amis chinois. Ils nous disent, mais enfin, regardez ce que vous faites, plutôt que de nous faire la leçon. Et je suis intéressée de savoir comment le monde industrialisé le voit, et je pense que Madame Lepoutre de Total pourra nous fournir la réponse. Bon après-midi. Mesdames, Messieurs, je suis très honorée de pouvoir apporter mon humble pierre à cette conférence de très haut niveau en essayant de porter l'angle de vue d'un industriel, un industriel de l'énergie. Donc nous avons entendu que l'énergie est intimement liée au développement économique. Elle est nécessaire au commerce, à la mobilité, à la production de biens, qu'ils soient agricoles, industriels, de services, à l'éducation et à la santé aussi. La demande va accroître, comme on nous l'a signalé, en lien avec la croissance de la population, même si pas tout à fait de manière proportionnelle au niveau de développement grâce aux progrès, qu'ils soient technologiques ou autres. Je pense que nous sommes convaincus que l'énergie est le sang du développement. Ceci étant dit, je pense que la perception de toutes nos différentes parties prenantes n'est pas tout à fait égale partout. Pour les individus que nous sommes tous dans la vie courante, nous voyons l'énergie au travers de ses usages, au travers des produits finis. Et finalement, c'est une commodité et souvent un coût. Et presque, je dirais, un droit pour beaucoup d'entre nous. Il n'y a probablement que les 1,5 milliard, 2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à des formes modernes d'énergie, qui ne voient pas les choses de la même manière et qui gardent bien la conscience de ce que c'est que l'énergie, puisqu'ils doivent utiliser leur propre corps, l'énergie musculaire ou des formes très primaires de récolte de bois, par exemple, pour se chauffer. Il faut peut-être rappeler ce que c'est que l'énergie. L'énergie, l'homme ne la fabrique pas. L'énergie, l'homme exploite ses formes naturelles, j'y reviendrai, les transforme, les met à disposition sous forme utilisable. Les seules énergies naturelles, les seules ressources naturelles dont nous disposons tous sur cette planète, c'est essentiellement l'énergie solaire qui d'ailleurs nous inonde dans un ordre de grandeur de capacité de plusieurs milliers de fois ce dont nous avons besoin dans nos rêves les plus fous. Il y a aussi l'énergie mécanique qui est liée au déplacement de masse à la surface de la Terre, comme le vent ou l'énergie des marées, par exemple. Il y a aussi des formes naturelles de stockage d'énergie dans la matière. Je pense bien évidemment aux formes les plus intimes d'énergie contenues dans la matière, les atomes, et donc dont on utilise la force sous forme d'énergie nucléaire, mais je pense aussi à toute l'énergie que la biomasse arrive à stocker. C'est en fait de l'énergie solaire qu'elle stocke grâce au principe de photosynthèse. Elle est actuelle et renouvelable dans les végétaux, et d'ailleurs nous utilisons son énergie au travers de notre alimentation, mais elle est aussi fossile puisque les hydrocarbures, qu'ils soient pétrole, gaz ou charbon, ne sont que de la biomasse stockée au fil des temps géologiques. Et bien heureusement, le pétrole qui a été découvert il y a maintenant un certain nombre d'années a été une manne pour notre civilisation parce que il a 3 avantages qu'on oublie parfois. Tout d'abord, le pétrole concentre son énergie dans la liaison covalente carbone-hydrogène, qui est très facile à oxyder et dégage donc de l'énergie que nous utilisons. Elle est en plus très concentrée sous forme volumique, ce qui en rend ses usages très pratiques pour la mobilité et le transport. Et il a un coût relativement modeste, en particulier quand on pense aux gisements du Moyen-Orient, dont les coûts techniques d'exploration-production sont en dessous de la dizaine de dollars le baril. Mais il y a aussi 3 données très importantes qui font que cette manne est légèrement amère. D'abord, les données géopolitiques.
Vous savez tous que la disparité entre la concentration naturelle des ressources pétrolières et les pays développés et consommateurs a créé cette volatilité, voire ces tensions, qui ont d'ailleurs poussé les compagnies pétrolières internationales à explorer et exploiter des ressources toujours plus complexes sur le plan de la technologie ou de la logistique, qui demandent aujourd'hui des investissements extrêmement importants, de l'ordre quelquefois de plusieurs dizaines de milliards de dollars pour un projet. De plus, nous avons tous pris conscience, même si les géologues l'avaient depuis longtemps, que ce sont des ressources naturelles, donc limitées, voire épuisables, et que nous avons tous intérêt à mieux utiliser ces ressources, éviter le gaspillage, accroître l'intensité de cette utilisation. Nous avons, et ce qui aussi implique la nécessité de préparer une transition énergétique. Nous avons peut-être plus récemment tous pris conscience, grâce aux scientifiques du GIEC, qu'une perturbation relativement légère des équilibres de certains gaz dans l'atmosphère produit par l'activité anthropique et notamment la combustion des énergies fossiles provoque un équilibre des rayonnements solaires et de leur réflexion qui provoquera très vraisemblablement des augmentations de température moyennes au niveau du globe terrestre qui sont assez inquiétantes.